BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Elle va fêter ses 10 ans. La licorne française Ledger, le leader de la conservation d'actifs numériques, sort d'une année compliquée. On va voir comment elle se prépare à rebondir en 2024 avec Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Raphaël. On verra aussi avec vous comment une société française, une autre société française, mais un acteur traditionnel de la finance cette fois-ci, qui accélère son déploiement dans le Web3 et la crypto, c'est la Société Générale via sa filiale SG Forge. Et puis, côté marché crypto, après les ICO, les airdrops directs aux utilisateurs, on en parlait hier dans cette émission, d'autres méthodes de distribution. Une nouvelle méthode fait son apparition, les points. On en parle, et bien justement, on va faire le point avec Adli Takalbataï qui est à distance avec nous. Président, j'allais dire président, mais non, vous n'êtes plus président Adli, vous êtes administrateur du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Et puis, je le disais, cette semaine, on s'ennuyait sur le marché. Le Bitcoin ne bougeait pas tellement depuis un mois, mais il s'est réveillé. Hier soir, plus 4%. On est à 44 700 à peu près à l'heure où on se parle. On est plus proche des 45 000 que des 44 000 $. On va faire un point dans quelques instants avec Valentin Nico, expert chez Bourse Direct. Mais d'abord, tout de suite, on fait le point avec Raphaël Bloch, ici avec nous en plateau, sur Ledger. Ledger, Raphaël. Ledger, on le disait, qui va fêter ses 10 ans cette année, qui a eu une année 2023 un peu compliquée, on va dire. Peut-être pour commencer, Raphaël, est-ce qu'on peut revenir sur l'année écoulée pour Ledger qui a pas été évidente? Oui, alors effectivement, déjà quand même préciser que, et on en a beaucoup parlé notamment sur BFM Crypto, que 2023 était compliqué pour tout le monde. Des entreprises ont même disparu, donc effectivement 2023 restera dans les annales comme une année très compliquée pour le secteur. Ce qui est intéressant avec Ledger, c'est que pour le coup on parle d'un des leaders, pas seulement en France mais dans le monde, et effectivement ils ont donc été touchés par la baisse des marchés qui a eu un impact sur leur activité, mais ils ont aussi, et c'est ce sur quoi on a travaillé, on a publié une enquête ce matin dans The Big Whale, ils ont en fait aussi été touchés par des ratés, surtout sur les produits. Alors ce qui peut surprendre parce qu'effectivement Ledger en 10 ans a quand même assez bien délivré, même s'ils ont eu quelques accidents, mais ça c'est normal quand on innove, mais globalement ils arrivaient plutôt bien à délivrer les produits, et certains se souviennent, mais c'est vrai que fin 2022 ils avaient annoncé donc un nouveau produit, le Stax, qui devait être la fusée de Ledger en 2023. Le produit devait être disponible au printemps 2023 et successivement il y a eu des décalages. Alors on a su après coup, et même nous on a sorti des infos là-dessus, qu'en fait le vrai problème c'était que en fait le Stax est un nouveau portefeuille numérique, donc qui permet de stocker ses actifs. La grande particularité c'est qu'il a un écran qui est plus important, c'est quasiment la taille d'une carte de crédit. Donc là-dessus ils ont eu des difficultés. Il y a eu aussi la polémique autour de Ledger Recover, qui est un service qui doit permettre, on va dire, aux gens un peu moins technophiles de gérer donc leur phrase de récupération. C'était une sorte d'entre-deux, entre des plateformes centralisées et la solution de Ledger, c'est ça? Disons que, vu que Ledger est vraiment sur le self-custody et que certains utilisateurs ne veulent pas être en total self-custody, enfin surtout, c'est pas tellement la self-custody en fait qui les dérange, c'est plutôt de ne pas avoir de backup s'ils perdent effectivement leur phrase de récupération du mot de passe, donc c'est 12 ou 24 mots. Donc voilà, il y a eu ce produit, il y a eu la carte de crédit qui n'est pas sortie, donc il y a une succession en fait de produits qui ne sont pas sortis, ce qui a eu un impact en plus de la baisse des cours sur les marchés. Et donc Ledger, il faut quand même avoir le chiffre en tête, c'était à peu près 900 personnes en début d'année. Aujourd'hui, ils sont à peu près 600, donc il y a quand même une réduction drastique des effectifs. Après, ce qu'il faut aussi quand même rappeler à leur décharge, c'est qu'ils n'ont cessé d'embaucher du monde, que ça correspondait à une forte croissance en 2021-2022, et que là, voilà, ils réadaptent la voilure, mais 600 personnes, ça reste quand même supérieur aux effectifs qu'ils avaient précédemment. Effectivement, donc il y a eu tout un tas d'événements qui ne sont pas allés en leur faveur l'année dernière. Et puis moi j'ai une question avec l'arrivée en ce début d'année des ETF Bitcoin Spot. Comment est-ce que eux voient ça? Mais d'abord, en parlant du Bitcoin, un tout petit détour rapide avec Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On vous a récupéré, Valentin. Oui, bonjour Maurice. Voilà, je le disais, depuis un mois, Bitcoin ne bougeait pas trop. Il s'est réveillé hier soir, plus 4% aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller au-delà des 45 000? On avait eu des petits doutes après le fait que l'ETF donc Spot soit accepté, enfin les ETF Spot Bitcoin, dont on avait parlé ensemble en imaginant une certaine euphorie, mais comme l'adage boursier le dit, souvent la nouvelle est vendue.
Bon, c'est ce qui s'est passé étant donné qu'on avait eu une progression très très forte sur le Bitcoin, donc ça paraît plutôt logique. Mais maintenant, on est vite revenu sur de la pression acheteuse. Là, on réattaque la résistance à 45 000. Donc c'est très positif. Ça y est, on a passé les 45 000 là. On a passé à l'instant les 45 000 $. Bah voilà, c'était un point psychologique et puis il y a de grandes chances qu'on s'il n'y ait pas de déconvenus sur les marchés actions, thématiques risquées, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, le marché est très soutenu. Le Bitcoin devrait même pourquoi pas superformer s'il y a une éventuelle euphorie, et il serait très bon signe qu'on clôture en tout cas la séance au-dessus des 45 000. Ça pourrait donner envie à de nouveaux investisseurs de se présenter pour la semaine prochaine éventuellement. Merci beaucoup Valentin Nicot, expert de Bourse Direct. Valentin, on va suivre cette tendance. En tout cas, on a passé il y a quelques instants les 45 000 $. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va aller plus loin? Eh bien, réponse dans les heures qui suivent. Merci Valentin, bonne journée, bonne soirée. Raphaël, je le disais il y a quelques instants, donc on a fait un retour rapide sur 2023, ouais. Voilà, toutes les difficultés qu'a pu avoir Ledger, mais pas que. On rappelle que ça a été une année compliquée pour toute l'industrie. À part quelques exceptions comme Flodesk, mais globalement ça a été compliqué. Effectivement, Flodesk, voilà, qui est venu notamment annoncer leur annonce de levée de fonds ici. Il y a aussi un nouvel élément dans le paysage pour une société comme Ledger, c'est l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Début janvier 2024, qu'est-ce que ça change pour eux? On rappelle pourquoi je pose la question, c'est parce que pour acheter du Bitcoin via un ETF, tout simplement, on ne se sert pas de la solution de Ledger. Donc est-ce que ça ne risque pas de leur grignoter des parts de marché et finalement de les mettre hors course? Alors non, globalement c'est un élément en fait qui est très positif parce que l'approbation des ETF donc Bitcoin Spot qu'on attendait depuis maintenant des années. Alors quand je dis qu'on attendait, c'est pas forcément positif, mais disons qu'on savait que ça allait arriver. Et effectivement, comme l'a bien rappelé l'année juste avant, c'était un peu pricé. Donc pour le coup, à court terme, ça n'aura pas d'impact sur, je veux dire, les cours. Par contre, à moyen long terme, ça devrait en avoir un. Pas simplement parce qu'il y a les ETF, mais surtout parce que ça crée et ça dessine une dynamique autour des entreprises, des institutionnels qui se positionnent de plus en plus. Et effectivement, là-dessus, ça fait aussi partie des éléments sur lesquels on a travaillé concernant Ledger, c'est que Ledger est connu historiquement pour toute sa partie retail, mais il développe de plus en plus des offres à destination des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a 4-5 sociétés spécialisées sur les services donc de conservation pour les entreprises. Ledger fait partie alors du trio ou du quatuor de tête, et donc globalement ils vont bénéficier de l'arrivée des entreprises. Donc globalement c'est positif pour eux et en fait pour tout le marché. Bon, et justement en 2024, on va voir avec vous, vous avez enquêté là-dessus sur Ledger. La stratégie de Ledger justement pour pouvoir rebondir après cette année 2023 compliquée. Déjà je crois qu'il y a des sorties de nouveaux produits tout simplement. Ouais. Alors il y a déjà la sortie en fait des produits qui devaient sortir en 2023 et surtout en fait ce qui est intéressant c'est que Ledger permet de vraiment comprendre la dynamique dans l'écosystème crypto et quand je parle de dynamique c'est le passage en fait de l'univers purement crypto à un univers crypto et économie traditionnelle. Et effectivement, ce que Ledger opère, ils ont commencé il y a quelques années, mais ça commence à se matérialiser. C'est pour ça que finalement 2023 a été une année assez paradoxale. C'est qu'il y a eu des soucis au niveau de certains produits, mais ils ont quand même réussi à avancer sur une stratégie qui est pour eux fondamentale, qui est en fait celle d'Apple, qui est de se construire sur du hardware et après, au fur et à mesure, une fois que vous avez commencé à installer une base de hardware, vous développez tout ce qui est logiciel. Donc les utilisateurs de Ledger savent qu'il y a Ledger Live depuis maintenant 5-6 ans. Mais au-delà de ça, il y a les services donc, d'achat-vente. Maintenant, ils font du stacking. Et surtout, ils développent ces produits pas simplement donc, auprès des particuliers, mais aussi auprès des entreprises qui, elles aussi, justement, via les ETF ou via tout autre service, vont avoir besoin de leurs services. Donc ça, c'est effectivement le grand shift et ils vont accélérer là-dessus en 2024. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'ils ils s'inspirent potentiellement d'Apple. C'est assumé. Ah non, mais c'est même, c'est-à-dire que Pascal Gauthier, donc le CEO de Ledger, régulièrement utilise ce parallèle en disant nous avons
l'ambition de faire avec le portefeuille ce qu'Apple a réussi à faire avec le téléphone, c'est-à-dire en fait devenir incontournable et devenir la référence sur quelque chose d'aussi important que le portefeuille. Ça n'a jamais été numérisé, alors qu'on sait très bien qu'on stocke notre argent, tout ce qui concerne notre identité, des éléments comme des cryptos, des NFT. Donc finalement, c'est effectivement un play, comme on dit dans l'industrie, qui est très intéressant. Après, il faut réussir à effectivement dérouler la stratégie. Est-ce que le hardware, ça reste quand même un axe de développement fort mais chez évidemment. eux, ou alors il y a un pivotage complet, ils se disent le hardware, on laisse, mais finalement on va arrêter. Non, mais c'est là où c'est très cohérent. Mais effectivement, parfois c'est compliqué j'allais dire, de faire la pédagogie de cette stratégie. C'est que au départ, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire historiquement, c'est que vous devenez incontournable vraiment sur le hardware, donc sur l'appareil physique, c'est-à-dire que ce soit le nano pour les particuliers ou alors le Volt pour les entreprises. Et après, eh bien, vous développez tout un tas de services. C'est exactement ce qu'a fait Apple, avec en plus ce génie d'inciter, j'allais dire, les fans d'Apple de régulièrement changer justement de smartphone. C'est là où effectivement Ledger va avoir un sujet, c'est comment on fait pour renouveler le parc de Nano, maintenant qu'ils en ont vendu un peu plus de 6 millions. Bon, et puis dans votre enquête, Raphaël, il y a aussi un point intéressant, après la stratégie de l'entreprise au global, il y a aussi la culture d'entreprise en interne. Ouais. Parce que, bon, il y a le fait de savoir, est-ce que Ledger, ça reste une entreprise de geek, entre guillemets, ou alors... de tech, voilà, ou alors dans ce cas-là, ça devient plus une entreprise de marketeurs, on va dire. Oui, alors c'est effectivement, j'ai interrogé d'anciens de la société qui sont toujours très attachés à Ledger, mais c'est vrai que quand on discute, et je sais aussi que, enfin, tu le fais, il y a d'autres journalistes crypto qui le font, quand on discute avec des gens actuellement chez Ledger ou qui étaient chez Ledger, c'est qu'il y a effectivement ces deux cultures, alors bon, qui cohabitent, hein, c'est la culture historique qui est très tech, presque Bitcoin maxi, et puis il y a la nouvelle culture qui prône davantage l'ouverture, qui, moi, de mon point de vue personnel, me paraît assez judicieuse parce qu'en fait, il faut aussi réussir à embarquer davantage et ça, de monde, davantage de clients. Avec l'affaire, entre guillemets, Ledger Recover. Par exemple. C'était un exemple concret de cette où on voit, philosophie qui diverge. Voilà, mais pour revenir justement sur Apple, c'est très intéressant de voir que historiquement, les fans d'Apple dans les années 80-90 n'ont pas supporté le fait qu'Apple justement sorte des produits qui soient moins tech et plus, j'allais dire, grand public. Et c'est exactement ce que Ledger est en train de vivre. Donc c'est à la fois, j'imagine, stimulant en interne. Il y a des frictions aussi quand même en interne et en externe, mais effectivement, si Ledger veut devenir, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une licorne, on parle beaucoup des licornes, on parlait encore récemment d'autres licornes françaises, il y en a dans la crypto, Ledger en fait partie. Il faut arriver à s'élargir en fait, à parler à tout le monde. Non mais exactement, mais après c'est comment on réussit à le faire sans perdre sa base et tout en ayant effectivement un produit qui convienne à tout le monde. C'est toute une question d'équilibre. Bon, ce qui est assez paradoxal aussi, c'est leur situation financière. Finalement, ils ont eu des bons chiffres, mais ils sont toujours pas profitables pour autant. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer alors d'une manière assez simple, c'est que on en a parlé au début, il y avait près de 900 personnes chez Ledger en début d'année, donc ils ont réduit la voilure, mais ils ont des top profils, des gens qui sont assez bien rémunérés, même si ça n'est pas le cas, je veux dire, de tout le monde. Il n'y a pas des salaires délirants dans l'industrie, mais donc il y a quand même des coûts. Et puis, ça reste une entreprise qui, comme je viens de le rappeler, avait historiquement des revenus qui étaient plutôt basés sur des ventes en one-shot, c'est-à-dire qu'ils vendaient des hardware. Et c'est pour ça qu'ils accélèrent pour avoir du revenu récurrent sur toute la partie software. Mais ça se construit sur le moyen-long terme. Ce n'est pas quelque chose que vous activez en quelques mois ou en 2-3 ans. Donc, c'est la stratégie sur 5-10 ans qui devrait même potentiellement leur permettre en fait de se coter en bourse. Mais après, on le sait, c'est une industrie très cyclique, donc évidemment leurs performances suivent quand même, qu'on le veuille ou non, celles des marchés crypto. Mais effectivement, avec cette stratégie plutôt software, vous arrivez à créer quelque chose d'un peu plus anticyclique qu'effectivement la simple vente d'hardware. Raphaël, dernier point qu'on peut aussi retrouver dans votre enquête, dans The Big Whale, c'est la régulation. Jusqu'à maintenant, Ledger a été considéré comme un simple fournisseur de technologie, entre guillemets, et passé un peu entre les mailles du filet. Mais ce serait potentiellement plus le cas avec justement ce nouveau pivotage en termes de stratégie. Comment peut être considéré Ledger aujourd'hui ? Alors personne n'est capable à date de répondre. On a une certitude, c'est qu'aujourd'hui Ledger est un fournisseur de technologie, donc de self-custody. Là-dessus, les choses sont claires. Après, à partir du moment où vous commencez en fait à construire sur ces briques purement tech
des services additionnels, ce que Ledger est précisément en train de faire. Vous pouvez commencer, même si encore une fois, rien n'est sûr, et j'ai interrogé les avocats, vous avez des réponses différentes. Et le régulateur même directement. Exactement, le régulateur. Alors, pas de réponse. Alors le régulateur en fait renvoie au régulateur européen. Bon, c'est la question classique. Mais ce qui est sûr, c'est que même les avocats spécialisés sur le sujet ont du mal à vous dire si aujourd'hui Ledger pourrait être considéré en fait donc comme un custodian PSAN. À date, ça n'est pas le cas. Mais c'est vrai que vu la trajectoire, c'est une question en termes de régulation qui pourrait se poser, surtout dans le cadre de MiCA, où on sait très bien que la réglementation concerne aujourd'hui les exchanges, mais ça va toucher de plus en plus la DeFi et que la custody est un sujet qui va immanquablement arriver sur le devant de la scène, surtout si les banques commencent à regarder de plus près ce qui se passe en expliquant mais attendez, qu'est-ce que font ces acteurs Fireblocks, Ledger, il faut peut-être les réguler comme nous on est régulés en tant que custodian bancaire. Et bien justement les banques, on va en parler dans quelques instants, notamment avec SG Forge, filiale de la Société Générale qui accélère dans le Web3 et dans la crypto. Mais d'abord on est en ligne avec Adli Takal-Bataille, administrateur du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Bon, Adli, aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies semble désormais avoir repris des couleurs. Enfin, en tout cas, de nombreux projets voient le jour. Je le disais tout à l'heure, après les ICO, les airdrops directs aux utilisateurs et d'autres méthodes de distribution. Il y en a une nouvelle qui voit le jour, c'est les points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, cette nouvelle tendance, Adli ? C'est quelque chose qui est de plus en plus tendance, on va dire, en ce moment. Les cryptos ont toujours des espèces de tendances. Il y a toujours cette question de comment distribuer les jetons initiaux aux gens et comment maximiser l'attractivité entre guillemets du projet à ce moment-là. Sachant qu'en plus, parfois, les tokenomics, donc les interactions économiques avec le jeton, sont pas forcément très claires dans la tête des fondeurs, des gens qui ont créé ces projets. Donc, ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on voit de la gamification autour de l'utilisation de ces projets ou protocoles, où les gens accumulent des points sans vraiment savoir ce qu'ils vont avoir en quantité de jetons dans le futur ou autre. Les règles ne sont pas toujours très claires, mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne bien parce que y a pas mal de cas de réussite récemment, comme Eigenlayer par exemple. Et en fait, les gens ont l'habitude de farmer les airdrops, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'obtenir des jetons gratuits des nouveaux projets. Mais là, on a quelque chose qui change un petit peu parce que pendant une longue période, les règles n'étaient pas transparentes, de sorte à ce que les gens ne cherchent pas à rentrer dans les règles et que ça représente vraiment une donation aux utilisateurs. C'est un peu ça le principe de base. Donc là, jusqu'à maintenant, vous êtes en train de nous dire, Adli, que pour les airdrops classiques, entre guillemets, qu'on connaît aujourd'hui, les règles n'étaient pas clairement définies. Bon, l'idée pour ceux qui essayaient d'acquérir ces airdrops, c'était d'interagir avec les projets, avec la blockchain pour tenter de les avoir. Et là, finalement, ce serait un peu comme des airdrops, mais les règles seraient établies à l'avance et on inciterait directement les gens à le faire. C'est ça ? Mais on le ferait contre des points. Peut-être, alors c'est là où est la question. Ah, donc là, on gagne des points dans un premier temps et pas des tokens, c'est ça ? Voilà, alors peut-être que c'est d'un point de vue, c'est une astuce pour les aspects réglementation. Les projets font ça pour se protéger parce que distribuer des points, c'est pas distribuer des jetons qui ont une valeur financière. Ou peut-être aussi pour se laisser plus de temps pour peaufiner les tokenomics et sortir le jeton du protocole plus tard. Et donc ça paraît pas forcément une mauvaise idée parce que ça permet de plus travailler les aspects économiques du protocole et de d'abord créer de l'usage avant de lancer un jeton qui ne sert à rien, comme ça a pu être le cas dans beaucoup de protocoles. Donc on a clairement une nouvelle méthode de distribution et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque penser c'est une méthode qui pourrait très bien marcher pour les entreprises traditionnelles parce que les entreprises traditionnelles ont parfois déjà des systèmes de points qui pourrait permettre finalement à beaucoup plus d'entreprises d'entrer dans les cryptos en décidant un jour de finalement transformer les gens qui avaient des points chez eux en personnes qui auraient des jetons échangeables et qui donneraient soit accès à des services spécifiques, soit accès à des revenus, soit accès à une certaine gouvernance. Mais c'est clairement une transformation. Il y a un côté un peu ridicule dans le fait de gagner des points, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui semble à peu près fonctionner. Peut-être que les gens vont se lasser, ou peut-être qu'on va arriver aussi à un moment où ce sera directement des jetons qui seront distribués. Et on assumera que ces jetons sont des espèces de jetons temporaires, sans utilité, qui ne sont là que pour mesurer l'activité des utilisateurs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue, en tout cas, de voir dans les cryptos une vraie volonté
de distribuer une partie des jetons aux premiers utilisateurs. Raphaël Bloch, qui est avec nous en plateau, voulait réagir à cette nouvelle manière de distribuer des jetons, cette genre de airdrop gamifié de manière directe. Oui, non, tout à fait. Alors, je souscris totalement à ce que Adli a expliqué sur effectivement cette nouvelle mode des jetons. Si simplement j'étais un tout petit peu taquin, et je rebondirais sur un élément que Adli a soulevé, qui est celui de finalement avoir des points en attendant, j'allais dire, d'optimiser ou de perfectionner les tokenomics. Et je pense que c'est juste à ce niveau-là où potentiellement on met le doigt dans quelque chose d'un peu dangereux, parce que finalement on vient encore un peu plus en amont dans la chaîne de valeur, ce qui est potentiellement intéressant parce qu'on se dit ok, on intéresse la communauté, mais c'est aussi, j'allais dire, encore plus risqué quand on sait que déjà au niveau du jeton on prend des risques, mais alors là, passer un cran encore en dessous, encore plus tôt, au niveau du point pour derrière se positionner sur les jetons. Donc ça veut dire quoi, qu'on anticipe trop finalement ? C'est-à-dire que oui, on est quasiment... moi, ça me rappelle la période finalement des ICO où on arrivait en disant voilà, on a un jeton, on a globalement un white paper, faites-nous confiance, on va y aller. On sait ce que ça a donné sur certaines ICO. Il y en a qui sont des succès incroyables. Je veux dire, Ethereum en est une. Mais c'est vrai que je vais regarder avec attention. C'est ce qu'on va faire. On va suivre. Eigenlayer, on le suit avec beaucoup d'attention. Mais simplement, cette mode des points peut quand même soulever des questions en termes de... On anticipe encore un peu plus finalement sur les projets et potentiellement c'est encore plus spéculatif. Bon, on finit avec SG Forge. Je disais qu'on allait parler des banques. Ça y est, c'est le cas. SG Forge, donc la filiale de la Société Générale, qui continue à accélérer dans le Web3. Pareil, vous avez fait une enquête là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'après la plateforme de tokenisation, l'agrément PSAN et même le lancement de son propre stablecoin, le Convertible, disponible sur la plateforme Bitstamp, ils accélèrent encore, Société Générale. Alors effectivement, c'est vrai qu'on a quand même souvent tendance à expliquer que les banques n'avancent pas beaucoup sur ces sujets, et on le sait, il y a beaucoup de clients qui soient particuliers ou professionnels qui peuvent avoir des problèmes avec leur banque, mais ça ne les empêche pas d'avancer. Société Générale est le meilleur exemple. Donc ils ont leur filiale SG Forge, et effectivement ce qu'on a, alors non pas découvert, parce que finalement ils l'assument, et sans être public, c'est quelque chose qu'ils ne cachent pas, c'est que historiquement SG Forge était plutôt rattaché à l'innovation, en fait, comme le font toutes les banques, c'est-à-dire que pour expérimenter tout ce qui est tokenisation, blockchain, ils rattachent ça à l'innovation. Et en fait, on voit de plus en plus de banques qui commencent à pousser ça côté métier, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'on est moins dans l'expérimentation, on va dire conceptuelle, mais plus dans une application où on se projette et on se dit, ok, aujourd'hui on a les marchés financiers traditionnels. Et on va commencer en fait à mettre les équipes, et c'est ce que la Société Générale a fait, en mettant progressivement donc les équipes de SG Forge au milieu de l'équipe des marchés. Donc ils ne travaillent pas encore ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'activité traditionnelle et l'activité on-chain sur la blockchain qui est faite par Forge. Mais par contre, le fait de les réunir physiquement, effectivement, témoigne de leur volonté à terme de se dire, en fait, ce sont des activités qui sont mêlées, et demain, on sera capable finalement d'émettre des titres financiers pour nos clients off-chain ou on-chain. Et ça, c'est quand même une première pour... Finalement, cette narrative de la tokenisation des actifs financiers qui serait portée, en tout cas, notamment en France, par SG Forge. SG Forge, mais il y en a d'autres. On sait que BNP Paribas, avec Foundry, travaille dessus, Crédit Agricole, enfin, la plupart des banques travaillent dessus. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, Société Générale ne cesse, en fait, d'innover, d'avancer. C'est la première société à avoir eu l'agrément PSAN. Ils ont effectivement leur stablecoin. Enfin, il faut quand même mesurer ce que ça représente sur une période de 5 ans, de voir des banques qui avancent autant, et effectivement maintenant de voir les équipes, donc blockchain, tokenisation, se retrouver au milieu des métiers historiques est quand même un symbole assez fort. Et je dirais même en fait plus qu'un symbole, c'est le prélude à quelque chose qui ressemblera à une activité en fait qui sera off-chain et on-chain dans les années qui viennent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. 2024 va être une année passionnante. Merci Adli Takalbataï d'avoir été avec nous, administrateur du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Je voulais vous demander vos tendances pour l'année qui vient, mais je vous les demanderai dans quelques semaines lors de votre prochain passage. Donc restez sur le club BFM Crypto. Merci Raphaël Bloch d'avoir été avec nous, cofondateur de The Big Whale. On rappelle, ces deux enquêtes sur Ledger et SG Forge sont à retrouver sur The Big Whale. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. Rendez-vous demain 15h, les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. BFM Business, BFM Crypto, le club.